au Maroc, par exemple, je pars au Maroc le 11 pour le présenter au Maroc, c'est un phénomène. C'est un phénomène, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être le lecteur est tombé dans le jeu de cet écrivain qui peut écrire, écrire ou participer à l'écriture d'un livre qui est déjà fini, qui est déjà là. Pour la traduction en Allemagne, vous savez, quand ils m'ont traduit le premier, je crois, c'était le Haras de femme. Pas Haras, ils ont traduit Haras de femme au début, et puis ils ont traduit la chambre de la Vierge impure. Ils m'ont invité au salon de Leipzig, le grand salon du livre de Leipzig. J'y étais pour présenter le livre. Moi, je ne parle pas l'allemand. J'avais un traducteur. Et puis, ils m'ont organisé une rencontre comme ça dans un théâtre. On était comme ça, à peu près comme ça. Dans un théâtre au centre-ville de Berlin. J'arrive, et puis ils ont commencé, j'ai parlé un petit peu du roman. Le traducteur, la traductrice, elle a parlé aussi de la traduction, etc., etc. Et puis à la fin, on a fait un débat. Et j'ai posé une question, j'ai posé une question à l'assistance. Je te jure, en fait, comme tu l'as dit, exactement. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous aimez dans cette littérature? Qu'est-ce que vous aimez dans cette littérature? Haras de fin, la chambre de la Vierge impure. Alors, il y a quelqu'un qui est un monsieur qui est, d'après ce que j'ai compris, c'est un investisseur, un économiste, quelqu'un qui a l'économie, il a investi dans le monde, etc. Il m'a dit, M. Zaoui, nous, quand on fait des investissements à travers le monde, les Allemands, on lit d'abord la littérature, leur littérature. On ne lit pas les rapports. Surtout les rapports du tiers-monde. Ce que j'ai entendu de la salle. Il y a un monsieur qui est un universitaire qui ne dit pas n'importe quoi. Il m'a dit, quand on fait un investissement, par exemple en Afrique, on va lire la littérature. Pour savoir quoi? Le rapport à la femme, c'était le premier sujet. Le rapport à la femme, le rapport à la liberté individuelle, les traditions, les mœurs, etc. Et la religion. Un ensemble de valeurs qui sont vraies en quelque sorte, ou qui sont claires dans la littérature, plus dans les rapports à caractère politique ou économique, où vous savez comment les chiffres sont falsifiés, etc., etc. Et peut-être que mes romans, depuis Haras de femme, c'est une littérature qui propose une Algérie, avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mal ou de mauvais, sans réserve. Je dis le mot sans réserve. Et je crois que c'est ça qui a fait. Par exemple, là, il est traduit. Là, il sort aussi la boîte, il sort le mois de septembre. Et il y a un lectorat. D'après mon éditeur, il y a vraiment les deux écrivains qui sont lus en Allemagne. D'abord, c'est Boualem Sansal, qui est lu en premier lieu. Il est très lu en Allemagne. De temps en temps, quelques livres de Boualem sortent en Allemagne avant Paris, avant qu'ils sortent en français. Par exemple, au pays d'Allah, ou gouverner au nom d'Allah Akbar, je ne sais pas quoi, il est sorti en Allemagne avant la sortie en France. Il est très, très bien lu, et c'est pas parce qu'il a écrit sur les Juifs comme on fait un petit peu le raccourci. C'est un grand écrivain. Tu peux ne pas être d'accord sur quelques idées, mais c'est un grand écrivain. Une belle plume.
Je dis, malgré que ce roman, l'enfant de l'œuf a été placé avant le village de l'Allemand et avant enquête contre Meursault. Meursault contre enquête. En France, je parle en France. En France, pour vous dire que c'est le premier écrivain algérien lu en Allemagne, c'est Boualem Sansal. Et il est apprécié, et il a un lectorat extraordinaire, formidable. Voilà. C'est pour ça qu'on comprend. C'est pour ça que les Allemands ne décident pas chez nous alors. C'est de votre faute. Pour la question des charlatans. Ah ouais. Non, c'est juste pour... c'est vrai, c'est Alaoua, il a posé une question très, très importante sur le charlatanisme. Et il a lu un texte d'une chronique à moi sur les libertés. Et vous savez que quand j'ai fait appel à ce parlement algérien des intellectuels, c'est pour faire face aussi à ces charlatans. Le charlatanisme a une grande place en Algérie. Et si vous ouvrez quelques chaînes de télévision, c'est où il y a les Rakia, où il y a les Biolachou, il y a des chaînes de télévision. Il y a des Algériens avec des téléphones, etc., avec une femme qui veut se marier, etc., c'est des chaînes de télévision. Al-Sharia al-Islamia, ou je ne sais pas quoi, etc. Pour faire face à ce courant de charlatanisme, il faut une force intellectuelle indépendante. Ce que vous faites ici à Ouqas, et ce que font d'autres à Oran, moi je suis souvent, j'étais à Oran, j'étais à qui s'appelle Biskra, partout. Il y a toujours des cercles, même si c'est restreint, même si c'est sur le plan du nombre, ils sont peu. Mais, de temps en temps, une poignée d'abeilles mieux qu'une caisse de mouches. C'est ça qui fait la force. Et nous, on gêne. C'est une gêne quand il y a vraiment un groupe d'intellectuels qui réfléchit, qui propose, qui réfléchit aussi avec sang-froid. On ne fait pas de la politique, on fait de la science, du savoir. On respecte le différent, on respecte tout. Et quand on est discipliné dans la bousculade, on est discipliné dans la perturbation. Quand on est éduqué, on perturbe mieux, et on bouscule mieux. Et on dérange plus ce fléau de charlatanisme. Je pense que l'idée que j'ai proposée à développer peut être un rempart face à ce charlatanisme qui gangrène la société algérienne. Monsieur Zawi, j'ai une question à vous poser. La première, c'est votre livre sur le pouvoir de l'islam, qui nous rappelle le travail fait par le penseur Malik Bellavi, qui est la chose Malik Bellavi, qui a fait un travail sur la problématique du sous-développement dans le monde musulman. Alors, quelles sont les choses nouvelles que votre travail a apporté par rapport au travail de Malik Bellavi? C'est une comparaison, c'est le premier. Faire une comparaison. L'autre question, excusez-moi d'être un peu sévère au niveau de cette question, c'est M. Zawi qu'on connaît ici au Café littéraire d'Ouqas, qui s'exprime librement et qui parle, qui critique la société, même qui critique le pouvoir. Ce n'est pas la même personne qu'on a vue à la télévision algérienne. Je me souviens personnellement,
j'ai regardé une émission dont il y avait un débat intellectuel comme ça, et je me suis dit qu'un Miseoui qu'on connaissait comme grand écrivain et tout, et il n'était pas tout. Malgré c'était, je pense que c'était la première fois que j'ai vu à la télévision, mais je savais tout de suite qu'on ne voulait pas dire tout. Alors, est-ce que tout ça, entre guillemets, n'est pas une trahison intellectuelle de la part d'un Miseoui? Merci. C'est juste une question, c'est-à-dire, vous avez parlé d'intellectuels, de travail intellectuel, de l'apport des intellectuels à l'évolution de la société algérienne. Et d'un autre côté, à un moment, vous avez dit que le politique, c'est l'argent, etc. Moi, par exemple, étant algérien, quand on dit intellectuel, je me réfère tout de suite à Yassine, à Tanjar, etc. Par exemple, les années 70, en Algérie, jusqu'à la fin ou début des années 90, le journal officiel de Moujahid annonçait les restaurants et les bars et donc les hôtels à Alger qui devaient s'ouvrir au mois de Ramadan, c'est-à-dire par le terme de liberté dont vous avez parlé. Et aussi des jeunes qui étaient des étudiants à Al-Harash ou ailleurs en Algérie pouvaient manger s'ils ont faim au mois de Ramadan. C'est-à-dire que ça ne posait pas de problème pour dire qu'à un moment donné, en Algérie, c'était l'islam de l'Algérie des années 70, était un autre islam par rapport à celui d'aujourd'hui. Et si pour en arriver à dire que, est-ce que par exemple, vous avez parlé de l'école, d'abord, étant professeur, bien sûr, vous devez savoir que l'école est un instrument idéologique à 100% de l'État, tel que la télévision, la presse, les journaux, etc. Donc d'autres instruments. Vous avez dit que, c'est votre point de vue, que le fils l'islamisme en Algérie a perdu politiquement. Il y en a d'autres, bien sûr, journalistes dans politique qui le disent. Mais en voyant aujourd'hui que, par exemple, la télévision algérienne, justement, et même les chaînes privées qui ne parlent que de la religion, il n'y a pas de culture, ni de sport, ni d'histoire, ni de la science, ni rien du tout, que de la religion. Et aussi, ne remarquez-vous pas, est-ce que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'intellectuels en Algérie, mais je respecte beaucoup ceux qui font des efforts et ceux qui travaillent, bien sûr. Mais est-ce que ne pensez-vous pas que l'Algérie souffre d'élite intellectuelle aujourd'hui, en se référant par exemple à quelqu'un qui était dans le terrain? Ne pensez-vous que peut-on par exemple alors séparer la littérature ou un travail intellectuel de ses convictions politiques? Peut-on se dire, attends, tiens, je vais mettre mes convictions politiques de côté, ma vision politique de côté, je vais écrire de la littérature. Moi, je pense que dans un système tel que un dictateur, je pense que ce sont des choses qui vont ensemble. Et ne pensez-vous pas que les années 90, justement, du son, n'ont pas influé un peu sur nos intellectuels algériens, la fuite, etc., ceux qui ont été exécutés? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore est-ce que ce n'est pas cette situation qui a fait qu'aujourd'hui, on a des élites qui sont un tout petit peu, des intellectuels qui sont hésitants, qui ont de la peur d'être emprisonnés? D'ailleurs, en parlant de l'université, parlant du savoir, il y avait un rassemblement à la justice de Béjaïa pour il y avait à peu près une centaine de personnes, etc. C'est dommage que les étudiants, justement, ceux qui ont des étudiants universitaires, qui sont nombreux, qui ont l'habitude au moins de remplir le plein, qui sont là présents, ils n'en avaient pas. Ma question, c'est que vous avez proposé que vous parlez d'un parlement d'intellectuels. Je veux dire que moi j'ai assisté à une conférence une fois à Béjaïa, donc de l'économiste Arda Berzak, de Constantine et Nasser Jabi, sociologue, parlant sur l'université algérienne justement. Et ils ont dit qu'il y a comme la liberté, c'est-à-dire le système politique ne fait pas en sorte de non seulement dépolitiser, faire désintéresser la jeunesse de la littérature, de la lecture et de la culture, etc. Et on se retrouve aujourd'hui à une génération qui est vraiment indifférente. Et aussi, votre analyse sur le fils, oui, elle a perdu politiquement, je suis totalement d'accord avec vous, mais ce qu'il a perdu, bon, pas pour tout, c'est-à-dire parce qu'il y a des contextes, et on ne va pas se dire, tiens, comment se fait-il qu'en 2018, etc., ce n'est pas une question de temps, je pense que c'est une question de contexte.
et qu'en voyant des jeunes, par exemple aujourd'hui, des jeunes de 9 ans, de 10 ans qui vont à la mosquée, on remplit les mosquées, ce ne sont pas des futurs dans 10 ans, ce n'y aura pas de futurs, comment ils sont kamikazes. Parce qu'on n'aura pas de futurs kamikazes, par exemple, dans l'avenir prochainement. Merci beaucoup, monsieur Amizali. سعدي لا النور سعدي Donc, on va prendre deux autres questions. C'est le dernier pour passer directement à la politique. لا بديك هذا كان واحد ناوي يلفظ Je vais être succinct, mais j'ai 4 questions à vous poser. Est-ce que l'islamisation à l'attente de la société n'est pas le corollaire rigoureux d'une anomie sociale et d'une acculturation accrue que vit notre société? Est-ce que l'universalisme socialement pur la plus aboutie est transposable à une société puritaine comme la nôtre? Ma dernière question, je vais reprendre rapport à la théorie de la régression féconde. Est-ce que vous pensez que la déliquescence dans sa forme la plus large n'était pas une étape dans le long processus pour arriver à une société moderne et progressiste? Et merci. Moi, j'ai une question simple à poser. Comment expliquez-vous la montée de l'islamisme au sein des banlieues françaises, par exemple, alors là qu'on est un peu loin de l'arabisation, on est plutôt dans des sociétés modernes, il y a théâtre, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que la lutte contre l'islamisme simple ou radical passe d'abord par le combat qu'il faut mener contre toutes les injustices, contre la pauvreté? Et justement, ce que je reproche un peu aux intellectuels, à l'élite intellectuelle, c'est qu'en général, elle tient un langage que les masses ne comprennent pas. Et à travers un langage très très simple, que certains fuqaha dans la télé utilisent, ben les gens se retrouvent. Katb Yassine l'avait compris. Il est vite passé au théâtre parce qu'il avait compris que pour toucher la majorité, enfin les masses, il fallait utiliser un langage défable. Voilà. Je pense qu'on est un peu déconnecté. C'est comme un triste que des grands écrivains soient lus à l'étranger et pas chez nous. Algériens, quoi. Merci à ça. Donc, je voudrais vous poser une question par rapport au livre sur vous parlez de boîte noire de l'islam. Donc, vous parlez de boîte noire qui est l'avion. L'avion qui a décollé puis craché, ou d'un avion qui n'a jamais décollé. الزوف الاول الناس الزاويه الزوف الاول كنسوق في وقاش دونك ما كيسونش ليميت دونك ça m'a fait plaisir tout à l'heure vous nous avez fait observer une minute de silence en hommage à Matoub Lounes. Comme vous le savez, à l'université Abou Daoud, il y a un colloque international sur Matoub Lounes organisé par les éminences de l'université de Bijaya. Donc la thématique, donc, dès la première journée, tout le monde s'accordait au moins que Lounes a évoqué dans son répertoire. Nous savons très bien. Je remarque maintenant une similitude concernant la thématique de la religion, ayant comme support la politique et la chanson interprétée par Matoub, et votre littérature que ces dernières années, donc un positionnement politique carrément par rapport à cette thématique,
Donc, moi, comme observateur, comme lecteur, et aussi un conditionnel et fan, ultra fan de Matoub, donc j'ai pu, par rapport au texte, développer la thématique de l'islam. Comment justement, cet islam, cette islamisation a gangréné la société. Donc, n'a pas laissé émerger un certain projet de société, donc tel qu'a été interprété par Matoub, et je vois ça, un positionnement de M. Zaoui d'une manière politique. Donc, il y a quelques années, vos positions politiques par rapport au sujet, à travers les textes, ils se confèrent davantage, ils se positionnent davantage par rapport à une marche progressiste et moderne. Donc, il y a une rupture totale. Ça d'un côté. De l'autre côté, donc par rapport à l'universalité, comment voyez-vous l'apport de la contribution de la chanson matoubienne justement à cette thématique d'identité et de religion? Voilà. Merci. Il y a une question autour de Malik Ben Nabi. Et moi, personnellement, j'ai lu Malik Ben Nabi. Et entre ce que je fais et ce qu'a fait Malik Ben Nabi, avec tout le respect, il y a une grande différence. Malik Ben Nabi propose des solutions à travers et de l'intérieur de l'islam. Il propose des solutions de l'intérieur de l'islam. Moi, c'est pas c'est pas c'est pas la démarche que je mène dans l'analyse de la société et de l'histoire. Malik Ben Nabi était un fruit des frères musulmans. Il n'était pas loin des frères musulmans. Malik Ben Nabi, quand on lit ce qu'il a écrit sur les juifs, il faut lire. Ça fait même pas 2-3 jours que j'étais en train de lire ce qu'il a écrit sur les juifs. Il était pro-fasciste. Il faut le dire. Il faut revoir les écrits de Malik Ben Nabi. Moi, je le dis parce que, Wallah, ça fait même pas 3 jours que j'étais en train de lire ce qu'il a écrit sur les Juifs. Et l'image du Juif. Et pourquoi les Juifs, ils ont mis la main sur l'Occident. Et pourquoi ils ont passé aux États-Unis. Ça fait 3 jours. Je suis tout à fait le contraire de Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi considère que la religion musulmane est la meilleure des religions. On ne peut pas faire une comparaison d'une religion à une autre. Toutes les religions, soit ils sont condamnés, soit ils sont respectés. Ils se valent, exactement. Ils se valent. Soit on respecte toutes les religions, si on est d'abord musulman, ou bien on condamne toutes les religions si on est philosophe. Moi, je suis dans le côté des philosophes. Je considère que, et j'ai dit ça dans le débat au début, que les pires guerres, c'est les guerres religieuses, les sanguinaires, les guerres de sang. Et jusqu'à maintenant, on voit ce qui s'est passé en Libye, Syrie, ici chez nous, etc. C'est inimaginable. En Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Il ne faut pas prendre l'image de ce... C'est un très très beau pays. C'est vraiment une destruction totale. Alors, il y a 2 démarches qui sont complètement opposées par rapport entre ma démarche et la démarche de Malik Ben Nabi, avec tout le respect. Malik Ben Nabi, il a pris beaucoup de choses, par exemple, on appelle ça le colonisateur,
l'accessibilité à la colonisation, Mais c'est une analyse de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a parlé de l'Ghalib al-Maghloub. Ibn Khaldoun déjà a parlé de l'Ghalib al-Maghloub. L'Ghalib al-Maghloub دائما يقلد المغلوب يقلد الغالب. C'est depuis Ibn Khaldoun. Moi je pense que et quand je lis de temps en temps que Malik bin Nabi est enseigné, je ne sais pas, en Indonésie ou je ne sais pas, des pays comme ça, comme grand philosophe, moi j'étais dans ces pays. Il y a des cercles politiques qui parlent de beaucoup des islamologues, des islamistes, et lui, il est entre ces noms cités de temps en temps dans ces cercles. Mais jamais on trouve cette dimension de Malik bin Nabi. C'est mon analyse à moi-même. Et je suis responsable parce que j'ai lu Malik bin Nabi. Et j'ai fait une émission à la télévision sur Malik bin Nabi. J'ai fait une émission et j'ai dit ce que j'ai même sa position vis-à-vis de en Deuxième Guerre mondiale, le fascisme, etc. Est-ce qu'il avait une position, quelle position, etc. Je l'ai dit à la télévision, c'est pas. Pour revenir à la télévision, il y a un ami qui a dit, je ne sais pas qui est intervenu, il a dit, moi je trouve Amin Zaoui qui est en position de trahison par rapport à la télévision ici. Est-ce que vous avez vu la télévision algérienne? C'était moi le premier qui a invité Mohamed Harkoun en 87 ou bien 88 à la télévision algérienne. Et vous mettez Amin Zaoui Harkoun et vous allez trouver le premier entretien avec Mohamed Harkoun, c'était moi. Et il est toujours comme un document qui circule jusqu'à maintenant sur le YouTube, etc. Qui a invité Tahar Jaoud à la télévision algérienne? La seule émission sur Tahar Jaoud, c'était moi. Où Tahar Jaoud, Allah yarhamou, lisait des textes le texte c'était pas encore édité, c'était pas l'invention du désert, mais c'était l'été. L'Arche à Rouleau. C'était après c'était un texte. Non. L'été, un été, le dernier. Le dernier été de la raison. C'était encore manuscrit. Un manuscrit, il a lu dans l'émission un texte. Qui a invité Rachid Mimouni à la télévision? C'est pour vous dire que je suis un traître. Qui a invité Adonis? Qui a invité Adonis avant qu'il vienne à la Bibliothèque nationale, à la télévision algérienne? Qui a fait une émission sur Mouloud Mahamri à la télévision algérienne? À l'époque, en 94, il y avait Gina, Alger, je suis venu en Alger dans une voiture banalisée pour partir jusqu'à Bnini et faire avec la jeune qui a fait le film Assir Ben Gamouh, Allah yarhamou. Pour vous dire que je suis un traître quand je travaille à la télévision. Pas du tout. Je suis ce que je suis. Quand j'étais à la télévision, si je serais à la télévision, je dirais la même chose. Quand j'étais à la Bibliothèque nationale, j'ai dit et j'ai fait ce que je croyais bon et bien. C'est tout. Est-ce que c'est faux ou c'est pas faux? Ça, c'est autre chose. Jamais la télévision n'a été pour moi une fascination pour me voir à l'écran. Jamais. Je ne m'aime pas. D'abord, je ne m'aime pas me voir à l'écran. Wallah l'adou, je ne m'aime pas. Mais ce que j'ai dans le cœur et sur le cœur, je le dis. À l'écran, dans un journal, ou dans mon livre. Ou avec mes étudiants, à l'université. C'est la même chose. Pour les intellectuels, vous avez parlé des intellectuels. Moi, j'ai toujours préféré l'intellectuel. J'ai pas dans la tête, j'ai pas l'intellectuel Katib Yassine comme modèle, mais j'ai plutôt Mouloud Mahamri. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Mouloud Mahamri est un producteur. Katib Yassine était un intellectuel qui est devenu populiste.
quelque chose. C'est quelqu'un de terrain. Mais Mouloud Maamri n'a pas perdu le terrain, mais tout en produisant. Et Mouloud Maamri voyait loin, c'était un visionnaire. Kateb Yassine voulait régler des problèmes sur place. Sur place. Maintenant, si je vous demande, est-ce que vous pouvez, par exemple, revoir les textes de Kateb Yassine, une pièce théâtrale. Mais il y a beaucoup de j'allais dire, de populisme, il y a beaucoup de choses qui sont un peu... je sais pas, mais quand on lit un Mouloud Maamri, c'est autre chose. Exactement. Oui. Moi, je veux dire, pour moi, le modèle, c'est Mouloud Maamri, c'est quelqu'un de réflexion. C'est quelqu'un de... Kateb Yassine, c'est un poète. C'est plutôt un poète. C'est quelqu'un, c'est un artiste qui rentre dans le terrain, qui donne un coup de pied dans le... C'est en quelque sorte comme ça. Moi, j'ai connu Kateb Yassine, et j'ai un entretien avec Kateb Yassine, qui est publié, et je l'ai connu quand il est à Ténéra, à Sidi Bel Abbas. Quand il dirigeait le théâtre de Sidi Bel Abbas. Je l'ai connu. J'étais encore étudiant, mais j'étais fasciné par ce. J'ai vu toutes les pièces de Kateb Yassine, sans exception. Je connais même quelques histoires entre la télévision et la production de Kateb Yassine. Comment ils l'ont censuré, etc., avec le directeur, etc. J'étais assis avec Kateb Yassine quand il y avait l'enregistrement des pièces de théâtre. Mais je trouve que ce qu'a donné Mouloud Maamri à la société algérienne est plus... Je crois qu'il est plus... un grand sens. Qui parmi nous imaginait dans les années 80, 82, 15, 60, 62 qu'un jour, cette langue qui était en quelque sorte du folklore pour beaucoup de gens, devienne une langue institutionnalisée, une langue nationale, etc. Et avec un parti qui s'appelle le FLN qui défend cette langue. Personne, mais lui il était convaincu que l'histoire va dans ce sens. Et un jour, on trouvera dans cette langue les enseignements à l'université en mathématiques, en physique, en médecine, avec cette langue et dans cette langue. Et on va rentrer chez un médecin, il va nous écrire une ordonnance en thymazine. Ça, peut-être il y a quelques-uns dans la salle qui rigolent, mais ça c'est l'histoire. Et ça, c'est la vision de Mouloud Maamri. Par contre, Kateb Yassine, les deux sont des géants, ça c'est sûr, mais il y a deux sensibilités. Deux sensibilités différentes. Je crois qu'il y a une question qui a été posée vraiment, qui me perturbe depuis longtemps. C'est l'islam en France. Il y a quelqu'un aussi qui a posé ça. Quand il a parlé des kamikazes. C'est pas le même. Oui, mais... Lui, il a parlé de la société moderne qui s'islamise, aussi pour la France. Moi, j'ai parlé du futur kamikaze, en parlant de la possibilité de reproduire les kamikazes. Mais quand vous avez parlé des kamikazes, ça m'a travaillé. J'ai pensé directement aux islamistes de l'Occident. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous savez que le danger, à mon sens, peut-être on va vérifier ce que je vais dire après 5 ans, 6 ans, que le danger maintenant ne vient pas de Riyad. Le danger vient de Paris. Je m'explique. Islamiquement parlant, l'islam maintenant de Paris, l'islam de Berlin, l'islam de Bruxelles, il est plus dangereux que l'islam dans les pays musulmans. Il est plus dangereux. Parce que c'est un islam qui a fait du fanatisme complet. Et nous, on est déjà, on
on est dans le... excusez-moi le mot, on est déjà dans la merde. C'est déjà on essaie de sortir. Eux, ils essayent de rentrer. C'est ça. Et en plus de ça, vous savez, les Algériens et les Marocains et les Algériens tunisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, chouf, هذاك عايش في فرنسا وداير اللحية. هذيك عايشة في فرنسا ولا في الطليان ولا في كانوا داير الحجاب. C'est vraiment le danger vient de là. Maintenant, on voit à la télévision la femme demain en Arabie Saoudite qui va commencer à conduire. Et on entend que Khaled a chanté à Riyad. Et c'est des choses il faut les dire. Et moi personnellement, j'ai peur quand je rentre à Saint-Denis ou je rentre en France ou à Bruxelles, j'ai peur de temps en temps. Vraiment j'ai peur. Et la femme, le harcèlement de la femme en Europe devient quotidien. C'est normal de harceler une femme. Des choses qui n'étaient inimaginables avant, impensable. Et par contre, en Arabie Saoudite par exemple, ou bien à Tunis, ou bien en Égypte, il y a des lois maintenant contre le harcèlement. Même s'il n'est pas respecté. Mais on sort, on quitte cette situation. Et de l'autre côté, c'est ça qui, à mon sens, c'est ça qui est très dangereux, notre rapport à l'islam, j'allais dire, à l'islamisme de l'Occident. Et je crois que les pays européens vont payer cher, très cher, Je dis pas ça, je dis ça avec malheur, avec souffrance et avec tristesse. Ils vont payer énormément de cet islamisme qui a été toléré parce que c'est l'Arabie Saoudite, le wahhabisme qui a planté les mosquées. Il a fait le nid politique, le nid fanatique. Quand on voit par exemple les engagés en Syrie, des fanatiques et des islamistes, on va trouver du pays européen, puisque les pays arabes, c'est plus. Les Maghrébins, il y a des Tunisiens, certes, quelques Marocains, moins les Algériens. Peut-être ils ont parlé d'une cinquantaine d'Algériens, pas plus. Mais quand on parle qui sont venus de l'Allemagne, de Paris, de la France ou du Bruxelles, c'est énorme. Voilà ce que je peux dire sur l'islamisme de l'Occident. Pour parler de crash. Le crash est-ce que cet avion a décollé ou le crash il était sur c'est une bonne question, vraiment une bonne question. Mais il y avait un certain moment, quand on parle d'Ibn Rushd par exemple, d'Averroès, quand on parle d'Ibn Rushd, quand on parle de l'architecture, j'utilise le mot aussi, de la colonisation islamique en Espagne, cette colonisation a donné quand même une civilisation sur le plan architectural, sur le plan de la pensée, la philosophie. Ils ont traduit les Grecs, etc. C'est une présence. Je crois, à ce moment-là, l'avion était quand même dans le ciel. Mais juste après, il a craché. Je ne sais plus. Décollage. Merci. Il y a deux autres, je ne sais pas.